Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de mon expérience après avoir créé mon statut d'indépendante officiellement depuis 1 an. Ça fera 1 an très exactement que j'ai mon numéro d'entreprise le 17 février 2022. Et à cette occasion, j'avais envie de vous faire un petit bilan parce que, on le sait, la première année, c'est la plus difficile. Pour vous refaire une petite rétrospective, avant d'être indépendante, j'étais étudiante. Donc j'ai terminé mes études en juillet 2020, j'avais fait un master à l'IESA à Paris. Ensuite, 2 mois après, je suis partie vivre à Bruxelles, en Belgique, j'ai déménagé. Et s'en est suivi une période de 6 mois de galère administrative pour obtenir mon statut de résidente belge pour ensuite pouvoir m'inscrire en tant qu'indépendante en Belgique. Donc j'ai eu 6 mois assez difficiles où j'ai pas trop pu avancer dans mes projets et où je me suis surtout focalisée sur ma chaîne YouTube. Mais ensuite le 17 février c'était enfin bon, j'ai enfin obtenu ce numéro d'indépendante et j'ai pu commencer à travailler officiellement en tant qu'entrepreneuse en Belgique. Mais pour autant ça ne veut pas dire que dès février j'ai commencé à avoir des clients, à être super active, à avoir un métier à plein temps. Bien entendu c'était pas du tout le cas. Je devrais même dire que mon activité d'entrepreneuse a débuté en septembre parce que de février à septembre, ça a été une période un petit peu chaotique pour moi et je ne savais vraiment pas par où commencer. Parce qu'à partir du moment où on a notre numéro d'entreprise, on se rend compte que là, c'est bon, maintenant on va devoir payer des cotisations sociales d'indépendants, on va devoir trouver des clients, faire des factures, etc. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, on a beaucoup de choses à apprendre quand on est indépendant et on se retrouve vraiment livré à nous-mêmes. Donc les premiers mois sont super difficiles et c'est rare de trouver ses premiers clients rapidement. Sauf bien sûr si vous passez par un accompagnement, une formation ou un coaching, ce qui peut vraiment aider, mais malheureusement ça représente un budget que ne peuvent pas forcément se permettre tous les indépendants quand ils débutent. Donc si je devais vous donner un conseil, c'est vraiment de ne pas vous lancer en tant qu'indépendant sans avoir de budget pour vous assurer derrière, parce que malheureusement vous n'allez pas réussir à gagner de quoi vivre directement dès votre premier mois d'activité, et peut-être que pendant 6 mois, voire même 1 an, il va vous manquer un peu d'argent pour boucler les fins de mois, et dans ce cas-là, vous serez content d'avoir des réserves de côté pour justement vous assurer et vous éviter une trop grosse pression financière. Et au-delà de ça, avoir un peu d'argent en plus pour se permettre de se payer des formations pour rester motivé, ou de se faire accompagner par un coach, etc., ça peut toujours être bénéfique, mais bon là ça représente quand même un budget supplémentaire. Mais si ça peut vous aider par exemple à trouver vos premiers clients au bout de seulement 2 mois et pas au bout de 6 mois par exemple, finalement vous vous rendez compte que c'est vite rentabilisé. Mais voilà, en tout cas n'oubliez pas que c'est très important d'avoir quand même un fonds de sécurité pour vous lancer en tant qu'indépendant. Si vous n'avez vraiment pas d'économie de côté et que ce n'est pas possible pour vous, à ce moment-là essayez de faire une transition progressive en commençant par un emploi à mi-temps, un statut d'indépendant complémentaire. Donc je sais pas trop comment ça fonctionne en France mais j'imagine que c'est assez similaire, mais en tout cas ici en Belgique vous pouvez être indépendant complémentaire et avoir un boulot à côté, et c'est une très bonne transition pour commencer dans l'entrepreneuriat. Donc qu'est-ce qui a été le plus difficile pour moi pendant ces premiers mois? Je dirais tout simplement premièrement que ça a été l'auto-sabotage et le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que quand on est débutant, on a le problème de on doit trouver des clients, mais c'est le moment où on a le moins confiance en soi, justement parce qu'on n'a pas eu encore vraiment de clients. Donc en fait c'est un cercle vicieux qui fait que on a besoin de se sentir expert pour oser prospecter, mais tant qu'on prospecte pas, on n'a pas de clients, et tant qu'on n'a pas de clients, on ne se sent pas expert. C'est ça qui fait, je pense, que c'est le plus difficile de démarrer, parce qu'on doit trouver notre légitimité en nous-mêmes plutôt qu'en notre expérience. Donc bien évidemment, avant de me lancer, j'avais déjà de l'expérience dans mon domaine, mais évidemment cette expérience était assez minime et j'ai bien plus appris dans mes premiers mois avec mes premiers clients que dans toutes les expériences que j'avais acquises au cours de mes études ou bien avant d'être officiellement entrepreneuse. Si jamais vous savez pas ce que je fais en tant qu'indépendante pour le moment, mon activité principale c'est de créer des sites internet. Je fais aussi de la communication, du marketing digital et de la photographie. C'est vraiment un domaine qui me passionne et j'ai fait un master en communication et stratégie digitale qui m'avait appris pas mal de choses, et surtout j'ai appris à faire des sites internet pendant mes stages lors de mon master. Je me suis aussi entraînée en faisant des sites pour moi-même ou pour des copines au début avant d'avoir mon statut officiel, donc voilà, j'avais quand même un petit peu d'expérience mais clairement pas assez pour me sentir légitime, et donc gardez bien en tête que c'est ça le plus difficile finalement, c'est d'oser se sentir légitime et d'oser prospecter alors que finalement vous n'avez pas encore énormément d'expérience. Mais le problème c'est que quand on écoute trop ce syndrome de l'imposteur, bah finalement l'expérience elle ne vient jamais parce qu'elle peut pas venir toute seule, il faut travailler pour ça. Donc si vraiment vous avez un trop gros blocage et que vous vous sentez pas du tout légitime à donner vos tarifs au début, ce que je peux vous conseiller c'est de monter vos tarifs progressivement. C'est-à-dire que moi au début j'ai fait des sites quasiment gratuitement pour des amis en échange qu'elles me fassent de la publicité sur les réseaux sociaux. Évidemment ça n'a pas beaucoup marché parce que je n'avais pas encore un compte Instagram très actif et du coup les gens n'ont pas trop pu continuer à me suivre. Je vous le partage parce que si c'était à refaire, je pense que je travaillerais d'abord sur ma communication sur Instagram avant de faire ce type de collaboration, mais malheureusement j'étais aussi un peu pressée par le temps et je ne pouvais pas tout faire en même temps. Donc voilà, j'ai commencé par faire des petites collaborations, donc je faisais des refontes de sites internet, donc il n'y avait pas trop d'aspect créatif, ça me prenait pas trop de temps pour être quand même rentable, et je faisais des sites vraiment à prix très réduit pour des copines, des personnes en qui j'ai confiance et je sais que ça leur fera plaisir de me faire de la publicité, etc. Et en fait l'avantage à ça c'est que ça permet d'avoir plus d'expérience et aussi de nourrir son portfolio pour ensuite montrer un peu ce qu'on sait faire à nos futurs clients. Ce que vous pouvez faire également, ça peut être par exemple de faire des échanges de services, c'est-à-dire par exemple que vous proposez vos services et
vous demandez quelque chose en échange. En gros, vous cherchez un prestataire de service qui ne fait pas la même chose que vous et vous lui proposez vos services en échange du sien. Moi par exemple, j'avais fait une sorte de troc avec une thérapeute ayurvédique qui m'a proposé un bilan ayurvédique et en échange, je lui ai fait une réduction sur la refonte de son site internet. Donc voilà, le troc ça peut être aussi un bon moyen de proposer des prix plus bas tout en ayant quelque chose à gagner en plus. Mais attention, c'est une solution qui est très bien mais qui évidemment n'est pas viable sur le long terme parce qu'à un moment, même si vous avez un peu d'argent de côté pour assurer vos premiers mois, vous n'allez pas tenir indéfiniment en ne vous rémunérant pas assez. Donc c'est très bien de passer par là, mais il ne faut pas s'enfermer dans cette étape trop longtemps. Moi c'est un peu une erreur que j'ai faite, c'est que j'ai mis trop longtemps à oser proposer mes réels tarifs parce que finalement je me suis rendu compte que c'était très confortable de faire plein de sites pour mes copines et d'être payée à plus petit prix, d'augmenter mon portfolio, mais j'ai peut-être fait un peu trop traîner en longueur cette période et ça m'a coûté assez cher. Heureusement je faisais d'autres prestations à côté, donc je faisais des shootings photos, j'ai fait des productions vidéo, etc. Donc ça m'a permis quand même finalement de cumuler des petits revenus, mais malheureusement ça ne couvrait pas toutes mes dépenses et j'ai dû piocher dans mes réserves pendant plusieurs mois d'affilée et c'est vrai qu'aujourd'hui je le regrette un peu. Donc pour ça ce que je vous conseillerais tout simplement c'est voilà d'augmenter vos tarifs progressivement, donc de pas passer de 250 € à 1500 € par exemple, et surtout voilà de vous rappeler que par rapport à quelqu'un qui ne connaît absolument rien à ce que vous faites, vous êtes déjà entièrement légitime, vous êtes déjà un expert. Donc bien évidemment vous ne pouvez pas facturer le même prix qu'une agence qui a 10 ans d'expérience si c'est votre première année, c'est normal, mais vous avez quand même une expertise à proposer à la personne, donc c'est important de réussir à trouver des bons tarifs et n'oubliez pas que ces tarifs ne sont pas immuables, il ne faut pas avoir peur de les augmenter progressivement. Le but c'est quand même que vous soyez rentable dans votre activité tout en acquérant au fil des mois une certaine expérience qui vous permet justement de vous sentir plus légitime. Ça c'est vraiment le cœur du problème, c'est ce qui m'a bloqué dans la prospection, c'est ce qui a fait que j'ai mis énormément de temps à oser trouver mes premiers vrais clients web, c'est vraiment ce sentiment d'illégitimité, cette espèce d'auto-sabotage, la peur d'assumer ses tarifs et le fait de pas se sentir assez légitime dans son activité. Mais à côté de ça, il y a aussi d'autres choses qui ont pu me faire perdre du temps, qui ont pu me faire aussi perdre de l'énergie. Ça a été notamment le fait de trop m'éparpiller, c'est-à-dire que je pensais trop à mes projets futurs et j'arrivais pas à me focaliser sur une petite étape à la fois. Et du coup par exemple j'ai mis super longtemps à faire mon propre site internet, alors que quand on est web designer, avoir un site internet en ligne c'est quand même la base. J'ai aussi mis super longtemps à me créer un compte Instagram alors que j'ai la chance de quand même avoir une visibilité sur les réseaux sociaux, de connaître un peu les codes et donc j'aurais très bien pu trouver des clients naturellement grâce à Insta, mais j'ai vraiment procrastiné parce que justement ce syndrome de l'imposteur fait que j'osais pas trop exposer mon activité. Donc vraiment là on est dans du pur auto-sabotage, j'avais peur du jugement, j'avais peur des retours et je n'osais pas exposer mon activité au risque finalement de tout simplement jamais trouver de clients. Et ma première vraie cliente web finalement je l'ai trouvée tout simplement en parlant de mon activité sur ma chaîne YouTube et ça a été vraiment une expérience absolument extra qui m'a vraiment donné confiance pour la suite, qui s'est super bien passée et je suis juste trop heureuse de cette expérience, donc ça m'a vraiment donné confiance pour la suite et ça m'a vraiment aidé à me lancer sérieusement. Évidemment le fait d'avoir une chaîne YouTube avec déjà pas mal d'abonnés ça aide, mais même si vous avez un Instagram qui est suivi juste par 500 personnes, peut-être qu'avec le bouche à oreille, le simple fait de faire des stories de temps en temps pour rappeler ce que vous faites comme service, ça peut déjà vous rapporter un premier client. Ensuite il faut pas oublier que la méthode de prospection par le bouche à oreille ça prend du temps. Il faut d'abord avoir ses premiers clients, ça met du temps à se mettre en place parce qu'évidemment plus vous avez de clients, plus vous avez de chances de trouver d'autres clients par bouche à oreille, mais tant que vous n'avez que 1 ou 2 voire 3 clients, c'est toujours un peu long au début, donc ne comptez pas uniquement là-dessus. Je sais que ça fait super peur de prospecter au début, mais parfois il faut pas avoir peur de chercher des profils sur Instagram, de regarder des personnes, bon, moi je prends toujours l'exemple des sites web parce que c'est mon activité, mais voilà, de chercher des personnes qui n'ont pas de site internet, de voir si je peux les aider et de leur proposer mes services. Dans le pire des cas, elles répondent pas ou elles disent non, dans le pire des cas mes tarifs sont trop élevés pour elles, mais c'est pas grave, au moins j'ai essayé et peut-être qu'après 9 refus, le 10e me dira oui et ce sera un client de gagné. Donc évidemment il faut déconstruire aussi la peur de se prendre un refus, la peur même de se prendre un vent ou même d'être critiqué, parce que souvent je pense que c'est beaucoup la peur qui nous empêche de prospecter. Mais honnêtement si quelqu'un refuse vos services, ne vous inquiétez pas parce qu'il vous oubliera très certainement dans les semaines qui viennent, donc c'est pas grave. Au final même si vous le refus vous marque beaucoup, n'oubliez pas que c'est pas forcément le cas dans les deux sens et donc ne vous empêchez pas d'aller de l'avant pour ça. Je voulais aussi vous mettre en garde contre une erreur qui est quand même assez dangereuse parce que finalement je vous parlais du fait que j'ai mis trop de temps à faire mon site internet et que j'ai trop négligé la communication sur Instagram, etc. Mais faites quand même attention à ce qu'on appelle la procrastination active. C'est-à-dire que parfois on est à notre bureau, on a notre ordinateur allumé, on est super actif, on fait plein de trucs et on a l'impression de servir notre business alors qu'en fait on ne fait pas du tout les choses les plus importantes. Ça va être par exemple d'enchaîner les to-do list, d'enchaîner les planifications, de faire de la visualisation, de noter nos objectifs, de travailler sur sa vision, de noter des idées de trucs à faire, voire même de penser déjà à nos futurs business alors qu'on n'a pas encore bien lancé le premier. C'est des trucs qui donnent l'impression, ça donne l'illusion au cerveau qu'on est en train de travailler parce qu'on est focus, parce que voilà on est dans une dynamique productive, mais le problème c'est que généralement ça peut être une forme de procrastination active. Si vous vous rendez compte que vous faites ça à longueur de journée, que vous passez plusieurs heures à faire ça, mais que le temps réel de travail sur vos projets à côté est minime, dites-vous que là vous êtes peut-être dans la procrastination active. Et honnêtement moi je crois que j'ai fait ça mais pendant des semaines, mon copain arrêtait pas de me le dire parce qu'il est passé par là aussi et c'est vrai que j'avais un peu de mal à l'accepter, tout simplement parce que le fait d'en avoir conscience ne suffit pas, il faut aussi comprendre le pourquoi on procrastine comme ça, et dans mon cas comme je vous l'ai dit c'était beaucoup de la peur et de l'auto-sabotage. Mais voilà, faites attention à la procrastination active parce que parfois vouloir tout peaufiner pour que tout
tout soit parfait avant de se lancer, etc. C'est un moyen de ne tout simplement pas se lancer, de perdre du temps et donc forcément de l'argent aussi. Donc n'attendez pas d'avoir le site internet parfait, d'avoir déjà 300 posts sur Instagram pour faire sérieux, d'avoir déjà je ne sais quelles compétences ou d'avoir fait 3 formations complètes avant de commencer à prospecter, parce que vous aurez toujours le temps de faire ça dans votre temps libre, vous n'allez pas travailler 35 heures par semaine dès que vous vous lancez en tant qu'indépendante. Essayez déjà de signer vos premiers contrats, de faire vos premières prestations de services et gardez votre temps libre pour faire ces petites activités qui ne sont normalement pas censées prendre plus de 10 à 15% de votre temps de travail. Donc ça peut être de l'organisation, mais ça peut être aussi de la comptabilité, ça peut être vraiment n'importe quoi, tout ce qui ne va pas directement vous rapporter d'argent. Donc évidemment ces choses-là sont primordiales, elles sont super importantes, mais essayez toujours de garder un œil sur le ratio de temps que vous passez à ces activités-là et le ratio que vous passez par exemple à réaliser des prestations, à prospecter, etc. Donc voilà, je pense que là j'ai fait vraiment le tour des principales erreurs que j'ai faites pendant ces premiers mois, donc principalement entre février, donc le moment où j'ai eu mon statut, et septembre, le moment où j'ai commencé à avoir mes premiers vrais contrats web. Donc comme je vous l'ai dit, entre février et septembre j'ai quand même travaillé, j'ai quand même fait des prestations de photographie, j'ai fait de la rédaction web, j'ai fait des sites web à prix réduit pour des amis, etc. Mais clairement je ne gagnais pas assez pour vivre et je regrette de ne pas avoir osé me lancer sérieusement plus tôt. Mais après j'ai aussi beaucoup appris pendant cette période, donc faut savoir aussi que l'expérience, même si ce n'est pas de l'argent, ça a aussi énormément de valeur. Et honnêtement, maintenant que j'ai pu gagner un peu d'argent, que j'ai pu trouver un petit peu plus de stabilité dans mon activité, la première chose que je vais envisager en 2022, ça va être de me lancer dans un coaching professionnel, parce que je me rends bien compte que finalement, même si c'est un investissement financier, je pense qu'il peut être très très vite rentabilisé en termes de résultats, parce que justement ça peut éviter d'avoir ces mécanismes d'auto-sabotage, ces mécanismes de procrastination active dont on se rend pas toujours forcément compte quand on est tout seul, et ça fait du bien d'avoir une personne tierce qui est là pour nous aider, pour nous encourager et pour voir un peu l'évolution de nos projets. Finalement pour moi le coaching c'est pas une nécessité pour atteindre mes objectifs, mais c'est une nécessité pour atteindre mes objectifs plus rapidement. Et d'une certaine manière aussi pour compenser la lenteur que j'ai mise à me lancer en 2021. Donc voilà, dans cette vidéo j'avais surtout envie de vous parler de mes erreurs de débutante en tant qu'entrepreneuse, parce que je pense que c'est des erreurs par lesquelles tout le monde passe. Donc si ça peut vous faire gagner un petit peu de temps ou vous aider à les remarquer si vous-même vous êtes en train de vous lancer, j'espère que ça pourra vous aider. Je pense que je vous ferai peut-être un bilan un peu plus complet, un peu plus poussé avec mon évolution, avec là où j'en suis, etc. Mais voilà, là j'avais surtout envie de vous partager les erreurs à ne pas faire parce que je pense que c'est la chose la plus importante pour débuter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça aura pu vous aider. Si le sujet vous intéresse et que vous avez envie que j'approfondisse plus en détail certains points que j'ai mentionnés dans la vidéo, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire parce que j'adore parler d'entrepreneuriat sur ma chaîne. En attendant, je vous souhaite comme toujours de prendre bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.